Nouveau numéro du JT des JT. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le Bénin, bon élève des politiques d'intégration au sein de l'UEMOA, c'est l'un des échos issus de la 10e revue annuelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui a démarré ce lundi à Cotonou. À l'occasion, plusieurs experts ont porté un regard sur les performances du Bénin en matière d'intégration et d'impact sur les citoyens. On fait le point dans ce journal. La ville de Cotonou a abrité cette semaine le SENUM Entendez Semaine du numérique. Les activités de la 7e édition ont été officiellement lancées ce mardi avec plusieurs figures politiques du Bénin, mais également des acteurs du numérique. À suivre dans cette édition, les propos de la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé Zoumarou, au lancement de la dite cérémonie. Et puis en sport, 7e journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025. Abeille FC a battu Panthère FC 1-0 sur la pelouse du stade Atchoukouma de Djougou. Vous suivrez dans un instant le récapitulatif des matchs ainsi que le point des autres rencontres disputées ce week-end. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. On démarre ce JT des JT par l'actualité au Burkina Faso. Une manœuvre supposée pour la déstabilisation de l'État a été déjouée. Un individu a été arrêté le vendredi 8 novembre 2024 à Ouagadougou, alors qu'il s'apprêtait à remettre 5 milliards de francs CFA à des soldats dans le cadre d'un projet de coup d'État. Selon les informations, l'homme aurait approché des membres des forces de défense et de sécurité pour les inciter à participer à des actes de déstabilisation contre le gouvernement en place. Les militaires ayant informé autant pour moi leur hiérarchie, ont été conseillés de jouer le jeu. Le lendemain, la dite somme a été remise en liquide dans des valises aux soldats. C'est à ce moment-là que l'individu a réalisé qu'il avait été piégé. D'après l'agence d'information du Burkina Faso AIB, cet homme avait contacté des militaires pour leur proposer cette somme colossale dans le but de renverser le pouvoir en place. Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité, avait précédemment évoqué dans une déclaration faite à la télévision nationale le 23 septembre 2024 le démantèlement d'un réseau dans lequel seraient impliqués des personnalités comme l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les responsabilités et les implications de cette affaire. Dans un autre registre, je l'annonce au sommaire d'ailleurs, le Bénin, un bon élève des politiques d'intégration au sein de l'UEMOA. C'est l'un des échos issus de la 10e revue annuelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui a démarré ce lundi à Cotonou. À ces assises étaient présents plusieurs experts qui n'ont pas manqué de porter un regard sur les performances du Bénin en matière d'intégration et d'impact sur les citoyens. Le point dans ce reportage signé ORTV. Après la phase politique de la revue qui s'est tenue au mois de mai dernier, place à présent à la phase technique.
La revue annuelle dans sa globalité est initiée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Elle vise à favoriser une saine émulation au sein des pays membres qui redoublent d'efforts dans l'application des réformes et projets communautaires. Au cours des présents travaux, 133 textes seront examinés au titre des réformes communautaires dans les 3 domaines habituels: la gouvernance économique et la convergence, le premier domaine, le marché commun, le second domaine, et les réformes sectorielles, troisième domaine donc. En outre, 4 programmes et projets financés par la Commission ont été retenus pour la présente revue au Bénin. Ces projets et programmes représentent un peu plus de 4,8 milliards de francs CFA. L'UEMOA reconnaît ainsi les réformes initiées par le gouvernement du Bénin, des réformes qui visent le bien-être des populations et leur meilleure intégration. Le taux moyen de mise en œuvre des réformes communautaires en 2023 au Bénin est de 72,84% contre 69,83% en 2022, soit une progression de 3 points. La présente revue servira une fois encore de cadre pour évaluer les capacités du Bénin dans la prise en compte des réformes, programmes et projets de l'UEMOA, ainsi que la célérité de leur mise en œuvre. Du niveau également d'avancement de 4 projets et programmes de l'UEMOA en cours d'exécution au Bénin, en lien avec les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie et des infrastructures de transport. Les conclusions issues de ces travaux seront consignées dans un mémorandum pour faire ressortir les performances réalisées par le Bénin. La ville de Cotonou a abrité cette semaine la SENOM, entendez Semaine du numérique. Les activités de la 7e édition de la dite semaine au Bénin ont été officiellement lancées ce mardi. Une cérémonie solennelle qui a compté plusieurs figures politiques du Bénin, mais également des acteurs du numérique. Suivez dans cet élément les propos recueillis de la ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adamsoulé-Zoumao. Cette édition est placée sous le thème du numérique et des médias. Nouveaux canaux, nouveaux défis. Mais je suis sûre, mesdames et messieurs, chacun de nous dans cette salle, que quand nous nous levons du lundi au dimanche, l'information, les médias sont très certainement le premier contact que nous avons avec, je vais dire, le monde, pour prendre des nouvelles. Généralement, pour la plupart d'entre nous, j'en suis certaine, nous avons des nouvelles du monde bien avant d'avoir des nouvelles de notre maisonnée. Il suffit de prendre son téléphone le matin dès qu'on se réveille, on sait ce qui s'est passé au Bénin, à l'étranger, en Afrique, dans le monde, sans même savoir ce qui s'est passé d'abord à l'intérieur de nos maisonnées. C'est ça la magie aujourd'hui de ce à quoi nous assistons, de ces nouveaux canaux qui viennent avec de nouveaux défis également. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information. Les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Ainsi, à l'ère du numérique, les médias traditionnels, qu'ils soient publics ou privés, médias audiovisuels ou de la presse écrite, cohabitent désormais avec les médias en ligne. Et pour ces différents types de médias, qu'ils soient traditionnels ou en ligne, leur adaptation est indispensable pour rester compétitifs et répondre aux attentes de nouvelles générations connectées et de plus en plus avides de contenu interactif. Les jeunes de 15 à 24 ans, pour ne citer que cette frange, dont une large part sont en ligne, sont notamment plus enclins à se tourner vers ces nouveaux formats
avec un profond changement dans les attentes de consommation de l'information en termes de contenu, de temporalité aussi. Distingués invités, le Bénin ne fait bien évidemment pas exception à cette tendance et la transformation numérique des médias, bien qu'elle présente de multiples opportunités, soulève également des défis importants. Je peux citer au nombre de ces défis la prolifération des fausses informations, les fake news, les dérives liées aux données à caractère personnel, la pression aussi sur l'abondance et la qualité des réseaux de communication électronique. Toujours dans le cadre de la semaine du numérique, le président de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, Barnabas Orukuma, a donné une communication à cet effet au Palais des Congrès. Au sorti de ces échanges, il s'est confié dans cet élément. Suivons ensemble. Nous avons présenté une communication de l'UNAMEL Bénin qui porte sur les médias en ligne au Bénin. Il a été question de cette communication d'aller dans la jeunesse des médias en ligne, la jeunesse qui a permis l'implantation du premier média en ligne en 2003. Depuis ce premier média, quelle a été l'évolution des médias en ligne qui évoluaient d'abord dans le contexte de nos mass médias. Il n'y avait pas une réglementation des médias en ligne jusqu'en 2023. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication a donné ainsi des conditions avec les médias en ligne. Nous avons également abordé le parcours de ces médias en ligne. Nous avons abordé les défis auxquels ces médias en ligne sont confrontés aujourd'hui, le défi de la qualité, le défi du professionnalisme, le défi d'un modèle économique qui permet aux médias en ligne de vivre de ces fonds. Les médias en ligne doivent offrir aux journalistes qui travaillent dans les différentes rédactions une bonne condition de travail. Le défi qui se situe pour les médias en ligne doit asseoir leur crédibilité à travers le contenu de qualité et le contenu professionnel. Parlons toujours de la 7e édition de la semaine du numérique à Cotonou. C'est à la limite la célébration de la transition numérique du secteur médiatique au Bénin avec un thème qui allie numérique et médias dans un environnement fait de prolifération des nouvelles technologies de l'information et surtout de nouveaux canaux de diffusion. Ici, suivez le compte-rendu de la rédaction de Canal 3 Bénin. La transition numérique du secteur médiatique prend petitement corps au Bénin et cette semaine du numérique officiellement lancée ici vient lui donner un coup de pouce. Pour cette 7e édition du Sénom, une part belle est faite aux médias et les réflexions convergent autour du thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. Repenser la régulation audiovisuelle à l'ère du numérique revient à passer de la régulation des médias traditionnels où la diffusion de l'information est plus ou moins maîtrisée à une régulation adaptée aux limitations de l'écosystème où la possibilité est donnée désormais à tous de diffuser des informations sur diverses plateformes à travers Internet. L'adaptation de la régulation audiovisuelle aux limitations de l'écosystème à l'ère du numérique peut donc s'implémenter à travers 3 points qui sont la législation, le système technique de monitoring et les regroupements régionaux. Il me paraît nécessaire d'aborder, ou qu'il soit abordé, au cours de cette semaine du numérique, la nécessité de concilier la mission d'information des acteurs des médias avec l'obligation de protéger les données à caractère personnel. La protection donc des données à caractère personnel, évidemment, a aussi besoin de la contribution des acteurs des médias. Les structures d'État et institutions de la République partenaires ont donc un regard sur les effets induits par la prolifération des technologies de l'information et des nouveaux canaux de diffusion. L'autorité de tutelle à son niveau ne croise pas les bras sur ce qui aujourd'hui se présente comme une opportunité mais surtout un couteau à double tranchant dans la cohabitation entre médias traditionnels et médias en ligne. Le secteur médiatique, que ce soit au Bénin, en Afrique ou à l'échelle mondiale, traverse une période de mutation profonde des modes de consommation de l'information.
les papiers, les postes de radio et les écrans de télévision ont largement laissé la place aux plateformes en ligne, aux réseaux sociaux, aux podcasts, aux médias de streaming, qui sont aujourd'hui les moyens privilégiés de consommation de l'information par les plus de 5 milliards d'utilisateurs de l'Internet dans le monde. Et je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'engagement et la résilience de ces acteurs des secteurs du numérique et des médias, qu'ils soient publics ou privés. Ces acteurs et ces professionnels qui œuvrent chaque jour pour enrichir notre paysage médiatique et lui offrir le support de propulsion nécessaire à son essor. Des panels de discussion et de communication sont prévus dans le cadre de cette célébration de la Semaine du numérique. Les acteurs impliqués promettent se pencher sur l'avenir du paysage médiatique au Bénin. Chaque semaine en Afrique, des cyberattaques frappent des entreprises et institutions en Afrique. 23% d'augmentation en 2024 avec un impact économique considérable selon les récentes données du rapport Interpol 2024 sur l'évaluation des cybermenaces en Afrique. Face aux défis, la CIN, entendée Agence des systèmes d'information et du numérique, convoque le phénomène au cœur du Bénin. C'est à l'occasion du Sunom Les Échos de cette journée avec la télévision nationale. La cybersécurité, un pilier indispensable au développement d'une économie numérique résiliente et inclusive. C'est un enjeu crucial en cette ère d'hyperconnectivité. Le cyberespace béninois, comme tout le cyberespace de manière globale, est confronté à une accélération des cybermenaces. Ça innove dans ce secteur-là et les attaques sont multiples. Bénin Cyber Day, initié en marge de la Semaine du numérique, offre l'occasion de sensibiliser les acteurs, notamment les représentants d'agences gouvernementales, les chercheurs et les professionnels de la cybersécurité. L'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de réfléchir à comment bâtir une résilience numérique solide. Comment renforcer la confiance dans un monde qui est un monde hyper connecté, le monde dans lequel nous vivons chaque jour, et qui nous confronte à des problématiques nouvelles. Et la cybersécurité n'est pas en reste. Face à la complexité du paysage des menaces, il serait convenable de prendre les décisions appropriées, privilégier les actions allant dans le sens du renforcement de la cybersécurité. L'expérience a montré qu'une entreprise qui a été déjà attaquée, une fois, comprend que la cybersécurité est importante. Nos entités doivent avoir des initiatives sur plusieurs volets, le volet organisationnel, le volet technique, mais surtout le volet humain. Il faut aller sur tous les aspects à 360 pour être sûr qu'on a un niveau de sécurité acceptable. Un appel à l'action pour une cybersécurité renforcée. Élu par les Américains, Donald Trump est désormais président des États-Unis. Ce mardi 5 novembre 2024, à l'issue des votes, il l'emporte face à sa rivale démocrate Kamala Harris. Donald Trump devient ainsi le 47e président de cette nation après Joe Biden. Que retenir du parcours atypique de cet homme d'État américain? Élément de réponse dans cette capsule vidéo signée ESAE TV. Depuis ce mardi 5 novembre 2024, le peuple américain a un nouveau président. Il s'agit de Donald Trump. Qui est-il? Né le 14 juin 1946 à New York, Donald Trump est un homme d'affaires américain, homme d'État. Membre du Parti républicain, il est le 45e président des États-Unis du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2021. En politique, il s'est affilié à partir de 1987 au Parti républicain, puis 2 ans après au Parti de la Réforme. Après avoir été un opposant résolu au président républicain George Bush, sous la présidence duquel il est inscrit au Parti démocrate, il revient au Parti républicain en 2009. Il critique la politique du président Barack Obama et reprend pendant plusieurs années les rumeurs conspirationnistes sur sa citoyenneté. Il remporte dès lors la désignation du Parti républicain aux primaires présidentielles de 2016 où il s'engage notamment à réduire l'immigration. Son discours est alors souvent qualifié de populiste, nationaliste, protectionniste.
Sa victoire à l'élection présidentielle face à la démocrate Hillary Clinton, qui le devance toutefois largement dans le vote populaire, déjoue la quasi-totalité des pronostics. Pendant son premier mandat, il signe des décrets restreignant l'immigration, notamment issus de pays musulmans, procède à une extension du mur à la frontière avec le Mexique, retire son pays de l'accord de Paris sur le climat et de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Au début de l'année 2020, impliqué dans une controverse avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il subit une première procédure de destitution à la suite de laquelle il est acquitté par le Sénat. Candidat à l'élection présidentielle de 2020, il est battu par le démocrate Joe Biden. Refusant de concéder sa défaite, il s'engage des recours juridiques qui sont quasiment tous rejetés et retardent la transition présidentielle. Le 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole par certains de ses partisans, notamment venus de l'ultra-droite, qui s'est déroulé après qu'il ait tenu un discours incendiaire, est considéré comme une insurrection ou une tentative de coup d'État ainsi qu'un épisode de violence politique sans précédent dans une démocratie avancée. Fait inédit pour un président américain, une seconde procédure de destitution est alors lancée contre lui. Il refuse d'assister à l'investiture de son successeur, conservant une influence importante au sein du parti politique républicain. Il annonce dès novembre 2022 sa candidature à l'élection présidentielle de 2024 et s'impose aux primaires du parti en mars de la même année. Le 13 juin 2024, il a été victime d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne présidentielle en Pennsylvanie, déclenchant l'ouverture d'une première enquête. Le 15 septembre 2024, à la suite de tirs à proximité de son golf en Floride, le FBI a enquêté sur une nouvelle tentative d'assassinat présumée le visant. Le 5 novembre 2024, Donald Trump est largement élu pour un second mandat présidentiel en remportant le vote populaire pour la première fois de sa carrière politique en plus du collège électoral face à la candidate démocrate et vice-présidente sortante Kamala Harris, au profit de laquelle le président Joe Biden s'était retiré en cours de campagne. Il est à noter que Donald Trump est le deuxième président américain à être élu pour un second mandat non consécutif après Grover Cleveland en 1892. Il est également le premier président élu après avoir été reconnu coupable dans des poursuites civiles. Cette édition se poursuit. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a soumis ce jeudi son rapport d'activité à ses collègues députés, lequel rapport couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Un exercice qui est à sa 4e fois et contraint en quelque sorte le président de s'acquitter de cette obligation depuis l'installation de la 9e législature. Le point dans ce reportage a signé Canal 3 Bénin. Et de 4 pour le président de l'Assemblée nationale. Pour la 4e fois, Louis Vlavonou soumet son rapport d'activité à l'appréciation de ses collègues. Il couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Nous avons tenu 19 séances, dont 15 en session ordinaire et 4 au cours des 2 sessions extraordinaires. Au cours de ces différentes sessions, nous avons examiné et adopté une loi organique, 12 lois ordinaires et 6 lois portant autorisation de ratification ou d'adhésion. Dans le cadre du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, nous avons examiné 2 questions d'actualité et 8 questions orales avec débat. Quant aux activités d'administration et de gestion, elles sont relatives à la gestion des ressources budgétaires, financières et du patrimoine non financier, à la gestion des marchés publics, à la gestion de l'information, de la communication et à la documentation. Plus en détail, on retient de ce rapport que Louis Vlavonou a poursuivi la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes pour la modernisation de l'Assemblée nationale.
Les résultats obtenus jusque-là sont jugés très satisfaisants par la grande majorité des députés qui ont tressé des couronnes au président Louis-Yves Lavonu. Monsieur le Président, il est important de souligner que le temps parlementaire dans la période sous référence a été gaspillé, que dis-je, utilisé à des préoccupations politiciennes et partisanes, en mélangeant naturellement le rôle de chaque institution. Les députés se sont transformés en gongonneurs du gouvernement, soi-disant faisant de la reddition de comptes avec les militants de leur parti exclusivement. Monsieur le Président, ce n'est pas une bonne chose et je regrette que votre rapport n'ait pas constaté ça, parce que l'autocritique est une bonne chose. Malgré les multiples manquements dont vous avez parfois fait l'objet de la part de certains collègues, vous êtes resté droit dans vos bottes et vous avez dirigé les travaux selon le règlement intérieur de notre institution. Je retiens comme leçon cette phrase venant de vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que certainement vous avez aussi emprunté. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir des injures, n'assumez pas une fonction de responsabilité. Je voterai donc pour l'adoption de ce rapport. Monsieur le Président, quand on est grand, on ne s'occupe pas des petits coups, des petites distractions. Même Jésus-Christ, Mahomet ont été lapidés par des gens. Pourtant, ils ont été patients pour aller jusqu'au bout de leur mission. Et soyez patients pour continuer à partager avec les uns et les autres. Parce que certains qui rejettent même ce qu'on leur offre, qui s'opposent à tout, courent le lendemain pour venir dire « Vous ne m'avez pas donné ça, vous ne m'avez pas donné ça ». Parce qu'en vérité, ils jettent quelque chose devant la face de tout le monde, mais ils tournent derrière pour aller ramasser ce qui est tombé et dire « Attendez, vous ne vous traitez pas en équilibre ». C'est une position que je note et pour laquelle je veux vous encourager, Monsieur le Président, à être patient. Monsieur le Président, gardez le cap avec vos collaborateurs et c'est clair que au bout du compte, votre bilan sera reluisant. Et peut-être ceux qui vous critiquent aujourd'hui, c'est eux qui vont vous porter en triomphe demain. Soumis au vote, le 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale a été adopté par 81 députés. Les 28 députés de l'opposition, fidèles à leur ligne politique, ont voté contre. Fin de la 5e édition du mois du consommant local, un grand marché d'échange, de promotion des productions locales initié par l'UEMOA tout au long du mois d'octobre. Les pays membres ont tenté d'apporter encore un coup de pouce aux économies locales à travers cette vaste opération au Bénin. Bien qu'il en reste des défis à relever, d'importantes avancées sont observées autour des labels locaux. La rédaction de l'URTV pour une analyse, suivez plutôt. Sandra passe le plus clair de son temps dans cet espace où trônent des objets d'art de décoration et du mobilier entièrement conçus et fabriqués par des artisans locaux. À travers sa galerie, elle entend mieux valoriser la richesse de la culture africaine, mais aussi et surtout béninoise. Pour cette passionnée du consommant local, c'est un mode de vie à encourager. Quand on consomme local, ça veut dire qu'on achète des produits qui ont des circuits courts. On achète des produits qui ne traversent pas les eaux, les airs pour être ici et donc qui respectent, qui polluent moins. Au niveau de la qualité des produits, quand on parle de produits alimentaires par exemple, la plupart de nos produits n'ont pas subi trop de transformation. Donc en termes de qualité, on a de meilleurs produits. Quand je consomme local, je préserve l'environnement, je développe les économies locales, je permets à ce que le savoir-faire local soit transmis. En ce qui concerne l'impact économique, direct ou indirect, sur les populations, il n'est pas des moindres. Sur toute la chaîne, il y a de production d'emplois et de revenus. Et tout reste au niveau local. De telle sorte qu'on résout un certain nombre de problèmes, tels que la pauvreté, la faim,
parce que les revenus se distribuent localement. Un pays, en général, ne peut pas produire tout. Si le Bénin a un avantage comparatif dans la production du coton, que le maïs par exemple, le Bénin peut dire je peux produire le coton et quand je vais vendre le coton à l'étranger, ça va me permettre d'importer le maïs. Cette plateforme d'échange, les pays de l'UEMOA l'ont instaurée depuis l'année 2020 afin de booster l'économie des pays à travers le consommation local. Au Bénin, de grandes avancées sont enregistrées. Pour une population de plus de 140 millions d'habitants, c'est un gros marché intérieur qu'il fallait absolument conquérir. Il y a des initiatives privées, il y a des initiatives collectives et bien sûr l'initiative étatique qui donne un cadre institutionnel. Si nous avons un quart de la population qui se décide à consommer ne serait-ce que 500 francs CFA par jour pendant une période de 14 jours, je crois que nous l'avons évalué à plus de 27 milliards. Si j'achète un habit qui est totalement produit ici, économiquement, c'est toute une chaîne de valeur qui bénéficie de cela. Alors que si j'achète quelque chose qui est produit à l'étranger, ça développe l'économie des autres pays. Il faut combiner les politiques macroéconomiques où on appuie les producteurs locaux, mais en même temps aussi la fiscalité de porte où on essaie de contrôler pour que les produits que nous importons de l'étranger ne reviennent pas moins chers par rapport aux produits locaux. Selon les chiffres de l'INSTAD, le Bénin connaît depuis 2019 une baisse sensible de ses importations. Elles sont passées de 1 843 milliards de francs CFA à 1 695 milliards, soit un repli de 8%. Et puis on parle du domaine sportif. Depuis 2016, le Bénin a accueilli un nouveau gouvernement avec à sa tête le président Patrice Talon. Quelles sont les réformes opérées par ce nouveau gouvernement dans le domaine sportif? Benoît Dato, ministre des Sports, a livré les différentes réformes et surtout celles entreprises depuis sa prise de fonction au cours de l'émission Programme d'action du gouvernement avec les confrères Herman Amégan de la télévision nationale et Décorel Seyonzorou de Radio Cotonou. Suivez plutôt. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. Alors, monsieur le ministre, vous en parlez, vous particulièrement, vous êtes en pause depuis octobre 2023. Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris comme action? Dans un premier temps, nous avons commencé par sceller un nouveau pacte avec le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations pour une gestion plus efficace et plus efficiente des activités sportives. Dans un deuxième temps, nous avons entamé la réorganisation des directions techniques nationales. Nous avons procédé à des formations certifiantes des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour la performance du programme des classes sportives. La restructuration des subventions allouées aux fédérations et aux clubs sportifs. Et puis une meilleure prise en charge des équipes nationales des autres disciplines sportives. À cet effet, cette année, nous avons alloué une subvention d'un montant de 3 186 320 200 francs qui sont destinés à accompagner la préparation et la participation de nos différentes équipes nationales sans distinction aux compétitions internationales majeures. La finalisation, par exemple, du projet de construction des académies dont 4 académies sportives ont été prévues et dont le lancement est imminent. Il s'agit, entre autres, d'une académie nationale, de 2 académies régionales et une dédiée exclusivement aux jeunes filles. Le tout dernier né, qui est le projet dénommé 0-10 ans synergie éducative et sportive, est dédié aux enfants des écoles primaires et vise principalement
le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants. Toujours dans le même registre, le financement public du sport au Bénin s'est accru depuis l'arrivée du président Patrice Talon au palais de la Marina. En 8 années de gestion, le gouvernement a fait passer des subventions accordées aux fédérations et associations sportives de 80 millions environ à plus de 65 milliards de francs CFA. Benoît Dato, ministre des Sports, a relevé cette volonté politique affichée lors d'un entretien avec des confrères. On regarde. Les subventions de l'État aux fédérations sportives sont mises en place essentiellement pour favoriser le développement du sport, soutenir les athlètes, promouvoir l'inclusion sociale et contribuer à la prospérité économique. Depuis 2016, le gouvernement a restructuré le mécanisme d'octroi aux fédérations et a augmenté substantiellement les montants alloués. L'une des nouveautés majeures est l'intégration des clubs masculins des différentes divisions, D1, D2, D3, et des clubs féminins de football, des clubs professionnels de basketball, de handball et de volleyball, sans oublier le Comité national olympique et sportif du Bénin et le Conseil national des supporters. L'ambition du gouvernement est claire, impliquer toutes les parties prenantes et leur mettre à disposition des ressources conséquentes au fin de leur faciliter la mise en œuvre des actions impactantes pour l'avenir de notre sport. Le réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, va renforcer les capacités des reporters sportifs pour une meilleure couverture médiatique des compétitions de tir à l'arc. Ce sera à travers un séminaire de formation le 24 novembre prochain. Des précisions avec René-José Sagbo, le président du bureau exécutif du réseau des journalistes sportifs du Bénin. Conformément à son programme d'activité de l'année 2024, le réseau des journalistes de sport au Bénin organise le 16 novembre prochain un atelier de formation à l'attention des reporters, journalistes sportifs et surtout des hommes de médias. Cette formation serait organisée en tir à l'arc et c'est le centre de formation des équipes nationales de tir à l'arc qui a été retenu pour abriter cette formation. Pourquoi? Simplement parce que les hommes de médias auront à tirer l'arc et avant ça, nous aurons une formation théorique. Ça va prendre pratiquement une journée. Nous voulons, comme nous l'avons fait en janvier 2012, permettre bien sûr aux hommes de médias de toucher de très près à la discipline. On parle de tir à l'arc, qu'est-ce qu'il y a par derrière? Et surtout pouvoir aller à la pratique. Donc voilà un peu l'objectif que nous visions et je voudrais profiter pour remercier le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, M. Paul Dissou, et son comité exécutif qui ont bien voulu accepter nous accompagner dans ce processus. Il faut simplement dire qu'avant ça, nous étions avec la Fédération béninoise de triathlon et nous entendons poursuivre avec d'autres disciplines sportives et de commun accord avec les comités exécutifs. Donc, nous profitons pour inviter tous les hommes de médias en général et surtout les membres du réseau des journalistes de sport au Bénin à se tenir prêts pour aller à l'école de cette discipline, le tir à l'arc. La 8e édition des trophées JP Sport suit son cours. Plus de 11 votes ont été enregistrés et traités par le comité d'organisation. René-José Sagbo, le promoteur, en parle, ainsi que des absences des shortlists. Suivons ensemble. Nous avons un service technique en place qui travaille. Nous aurons 3-4 jours pour faire cette compilation et sortir de manière définitive le classement que nous allons soumettre. Je voudrais surtout rassurer le public sportif parce qu'à JP Sport, nous avons bien sûr la liste des votants. Pour ceux qui sont disponibles à le voir, les votes. C'est vrai que nous avons eu environ 11 268 votants cette fois-ci et nous avons annulé 253 votes. C'est simplement les votes multiples parce que ce n'est pas permis, on l'a dit dans le règlement, vous votez pour 3 acteurs au niveau d'une liste et d'une catégorie. Donc, quand ce n'est pas ça, nous annulons automatiquement les votes. Donc, il faut que tout le monde soit patient. Nous avons donné la short list, les vainqueurs seront connus et bien voilà.
Oui, nous avons la période de vote qui a joué. Au fait, les trophées JIP Sport prennent en compte les acteurs de sport qui se sont illustrés dans la période du 1er janvier au 30 septembre. Mais actuellement, le comité d'organisation est en train de faire un travail pour voir la possibilité de rendre hommage à ceux-là qui se sont distingués. Il en a beaucoup. Nous avons les handballeurs qui ont été vice-champions. Je veux parler de Flowers et de leur entraîneur, M. Bior. Ils sont nombreux. Bon, nous avons les trophées spéciaux que nous allons également décerner. A priori, nous aurons 2 ou 3 trophées spéciaux. On verra bien si les moyens le permettent. Pourquoi pas pouvoir récompenser ceux qui, hors délai, ont pu faire des performances. Je voudrais aussi rappeler que nous allons décerner d'autres distinctions, les attestations de mérite, les attestations de reconnaissance à certains acteurs, etc. Donc tout ça, nous allons rendre public le 17 novembre prochain pour fixer le public sportif. On parle toujours sport, la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin JUB 2024 se joue depuis ce 9 novembre 2024 à Djougou. L'Université de l'excellence ESAE Cotonou est représentée par une délégation de 55 sportifs. En handball homme, cause ESAE Cotonou a décroché sa qualification en demi-finale après 2 victoires. 24-10 et 24-14 respectivement contre l'INGEPS et la FACH. Des succès qui sont synonymes de qualification en demi-finale pour ESAE Cotonou. Chez les handballeuses, ESAE Cotonou s'est brillamment imposée pour son premier match 30-5 face à l'ESST Lokossa. Les dames vont confirmer demain lundi face à la FACH UAC pour une place en demi-finale. Dans un autre registre, au football, les ambassadeurs de ESAE Cotonou ont laminé UATM Gaza sur le score de 5-2, s'offrant directement une place en demi-finale de la compétition dans cette catégorie. Néanmoins, ESAE Cotonou rencontre le CU Adjara demain lundi 11 novembre 2024 pour un dernier match de groupe. Parlons à présent des rencontres disputées ce week-end dans le cadre de la 7e journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025. Après sa victoire face à Beke FC lors de la 6e journée, l'AS Takounais a encore réussi à arracher les 3 points ce samedi à Dynamo FC de Parakou après une prestation qui s'est soldée sur un score de 2-0. Au micro de Mouidine Lawani, suivez les impressions d'après-match des coachs Raouf Yakini et Ibrahim Aboudou. Nos impressions sont naturellement bonnes parce qu'on a abordé ce match dans l'intention d'engager les 3 points à domicile parce que ça fait un moment qu'on n'a plus gagné à domicile. Je pense que mes poulains ont donné tout pour que la victoire soit de notre côté ce soir. Donc je suis heureux.
Je pense que nous sommes en championnat. L'essentiel, c'est prendre les 3 points. Les milieux aussi font partie du jeu. C'est un système qu'on a mis en place, sachant que l'équipe adverse va faire du marquage street sur nos attaquants. Donc on a joué de jouer sur les deuxièmes ballons. Là, nos milieux vont se projeter pour aller scorer. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc c'est un style de jeu qu'on a travaillé à l'entraînement. Moi, ça n'a pas surpris que c'est les milieux qui marquent ce soir. Today's game, it was a bad one for us. Le match d'aujourd'hui n'a pas été bon pour nous car nous avons souffert dans le jeu. Sur les 2 buts marqués à la première mi-temps par l'adversaire, les joueurs n'étaient pas encore dans le jeu. Mais en second mi-temps, il y a eu beaucoup de changements. On a fait reculer l'adversaire. La cause principale de cette situation est le fait que les joueurs sont fatigués, sûrement à cause du bus qui a eu une panne en route. Lors de la 7e journée de la Ligue Pro Zone Nord, Abeille FC a battu Panthère 1-0 sur la pelouse du stade Achoukouma de Djougou. Cette première victoire à l'extérieur pour Abeille FC n'a pas laissé le coach et son capitaine sans mots. Suivez ici les autres au micro de Abel Ojo. Début du match. Et notre objectif c'est de gagner, c'est de remporter, comment dirais-je, les 3 points ce soir-là pour se repositionner dans le classement. Parce que au début on avait commencé, ça n'allait pas et puis on se cherchait comment on va faire pour se rebondir à nouveau. Et Dieu merci, les dieux du terrain nous ont donné la victoire de ce soir-là. Vraiment c'est une joie. Je suis entouré d'une foule de joie. Vraiment c'est à saluer. On était en difficulté en 6 journées, ça fait la 2e victoire. Et cette victoire est à l'extérieur, je pense que ça va continuer comme ça. La prochaine journée, c'est à la maison. Nous allons tout faire pour assurer les matchs de la maison. Et je pense que notre championnat vient de démarrer. Oui, vraiment, leur soutien de ce soir vraiment nous a poussé à la victoire, vraiment. Et on dit, les 12e hommes, c'est eux qui jouent le football, c'est eux qui accompagnent tout. Et leur présence, vraiment, ça nous a motivés ce soir-là. Et puis on a gagné le match. Damissa FC a atomisé Bani Gansé 4-1 ce samedi 9 novembre 2024 sur le terrain municipal de Ndali. Les 3 premiers buts de Damissa ont été marqués dans la première mi-temps à la 10, 19 et 39e minute. Le 4e but a été marqué à la 51 minute. Mais les hommes de Banikwara ont pu réduire le score en marquant un but sur pénalty dans les temps additionnels. Asvo réalise un hold-up sur le terrain de Coton FC. Les Wemenu ont battu les Cotonniers 1-0 grâce à un but de Godfrey Winson en fin de match. Dans ce duel, Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont payé leur laxisme, leur manque d'envie et leur manque de réalisme face à une équipe réduite à 10 depuis l'heure de jeu. Revivez dans cet élément quelques secondes du match.
L'Autopopo a été contraint au partage des points à domicile par Espoir FC de Savalo, cueilli à froid par l'ouverture matinale du score par les Soha Boys à la première minute. Les Lotto Boys égalisent à la 13e minute. Match nul partout. Au terme des 90 minutes, suivez les réactions des entraîneurs. Un but qui arrive comme ça arrive dans le football. Après, ils ont eu une excellente réaction. Ils ont dominé l'adversaire. En deuxième période, ils ont dominé l'adversaire, même s'il faut reconnaître que l'adversaire a joué avec la montre aussi. C'est normal. Quand on vient aussi chercher un point à 1, c'est normal qu'ils essayent de tuer le temps. Et nous, à ce moment, on a mis l'intensité qu'il fallait. On a eu des occasions. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'était l'individualisme sur le plan offensif. Vous savez, en matière de football, celui qui a le ballon ne doit pas être beaucoup plus rapide que ceux qui demandent le ballon. Et ce qu'on a constaté sur les centres dont vous parlez, dont vous faisiez allusion tout de suite, il y avait toujours notre latéral qui débordait, mais il n'y avait pas de la présence dans la surface de réparation pour remettre le ballon au fond des filets. Une fois qu'on l'a fait, on a marqué, c'était le but égalisateur, que le latéral déborde et les autres étaient en présence dans la surface de réparation. On est arrivé à égaliser. Après, en première période, à un certain moment, il ne le faisait pas. En deuxième période, l'équipe adverse était en bloc bas, bloc médian, ce qu'on avait travaillé. On a eu des opportunités dans la surface, mais comme je l'ai dit tantôt, l'individualisme des joueurs, et je pense que c'est un discours qu'il faut tenir avec eux dans la semaine, pas dans la semaine, dès demain et après-demain, pour essayer de gagner le prochain match. Voilà, un message de fin. Le message de fin, c'est de demander aux supporters de revenir supporter l'équipe contre Odio, demander aussi aux gens d'Odio de venir avec beaucoup de fair play, sachant que c'est un match de football, c'est 90 minutes et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Really, it's not a very big secret, it's just about hard work, le championnat, dedication and et que nous avons véritablement travaillé pour arriver à ce niveau, que ce n'est pas un secret, c'est juste le travailler dur. Et nous avons commencé le championnat, on a gagné 2 premiers matchs, après on a perdu donc, à Banigansé, donc il fallait encore se reprendre au sérieux, travailler dur et savoir qu'on ne doit pas quitter ici, mais vite partir au moins avec quelque chose. Et Espoir de Savalo aujourd'hui n'est plus une petite équipe et qu'on se doit de rehausser l'image de cette équipe et d'amener très haut le nom de cette équipe. Et que ce n'est pas que ça le secret, qu'aujourd'hui, quand vous jouez à l'extérieur comme à domicile, vous avez de très bons stades. Et quand il y a de très bons stades, ça permet de développer un beau jeu. Et développer un beau jeu qui félicite le gouvernement du Bénin qui s'est battu pour construire beaucoup de stades. Et partout où vous allez dans le championnat, vous trouvez de bons stades et ça vous permet de produire de très bons jeux, de très bons football. Parlons toujours sport, on aborde à présent les récapitulatifs des résultats de la 7e journée. Damissa FC bat 4-1, Banigansé FC, 1-0 pour Panthère FC et Abeille FC, 2-0 pour AS Takuna et Dynamique FC, 2-0 pour AS Cotonou et USS Kraké en faveur bien évidemment de AS Cotonou. Avrancou-Ouémen bat 2-1 Aziza FC, 3-0 pour Ayema FC et Jacques, 1-0 pour Coton FC et Azvo en faveur de Azvo. Match nul pour Requin FC versus Aspac, ainsi que l'Autopopo versus Espoir FC. 4-1 en faveur de Boa pour le match contre le Real Sport. 1-0 pour Buffle FC et Beke FC. 2-0 pour Dadja FC et Audio FC. Match nul pour Dynamo, Dabomé et Cavalier FC. 1-0 pour Étoile Filante et Adidja FC en faveur de Adidja. 1-0 pour JSO et AS Police. Même score pour JSP et Sobemap. Match nul pour Sitatunga FC et Dragon FC. Voilà, chers internautes, c'est sur cette récapitulatif que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de EZAE TV.